Voilà, donc on va faire, merci. On va faire tu restes avec nous, on fait 15 minutes, tu nous arrêtes. On va faire 15 minutes en français et je vais me joindre à Maître Broussa. C'est vous qui allez avoir les questions les plus importantes, mais on va faire comme ça. Je vais vous poser une question pour chaque intervenant et puis après on fera un tour de table pour conclure, si vous êtes d'accord. Ok, Avec donc, plaisir. donc si vous voulez, le docteur Sacré, une des questions qui sont venues, c'est comment protéger le droit de pratique finalement, le droit du médecin d'avoir une validation de ce qu'il fait sans être embêté, qu'il a le pouvoir de décider pour son patient et pas euh, la politique qui lui enlève le droit de prescrire, par exemple l'hydroxychloroquine, ou de dire moi je teste, moi je fais mon test moi-même, c'est une grippe, vous voyez. Donc ça, je trouve important de savoir comment protéger quelqu'un comme Pascal Sacré ou comme d'autres scientifiques. Moi-même, j'ai aussi eu des problèmes, donc je trouve que c'est important que vous arriviez à répondre à ça pour le public, pour les médecins qui nous écoutent. Je connais des médecins qui osent pas parler en Suisse et partout. Quand on est en public, hein, Alexandra, on voit bien que on peut plus parler. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger? Alors, je ne crois pas que aujourd'hui je puisse Oui. Ah, apporter toutes les réponses. Je dirais que les questions que vous avez posées sont des questions qui sont totalement au cœur de toute la thématique. Pourquoi? Parce que les médecins, Alessandra Yancaude, elle en connaît quelque chose, elle a été traitée de complotiste. Aujourd'hui, nous avons le docteur Perron, professeur Perron, qui a été quand même révoqué en tant que directeur de Garches. Nous avons Fourtian, qui a été placé en internement. Nous avons ici notre ami qui vient de subir quand même les affres d'un licenciement pour faute grave, seulement parce qu'il ose. Donc nous sommes quand même confrontés aujourd'hui à ce bras de fer, je disais ce carrefour, quand je prends par exemple la question des vaccins, qu'on appelle vaccin, encore on pourrait dire thérapie génique. On est vraiment confronté à un carrefour entre ce qui est la position de l'État d'un choix thérapeutique qui dépasse la volonté individuelle de chaque médecin. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'un étatisme hegelien. Au hegelien, au marxiste, ça revient au même. Quand on dit la vaccination ne sera pas obligatoire, mais en réalité, tous celles et ceux qui ne voudront pas accepter ne pourront pas parfois accéder à certaines choses, prendre l'avion, aller au restaurant. On parle même de créer des passeports, un passeport sanitaire. Mais c'est quand même, on est vraiment dans ce que, quand on a lu George Orwell, on retrouve tout cela. Mais pas simplement Orwell. Quand on prend même depuis Freud, même le petit-fils de Freud, déjà envisageait cela. Alors qu'on parle quand même de Freud comme temps et le petit-fils qui a quand même travaillé, même pour travailler sur la déformation mentale. Pour revenir au médecin, bien sûr que dans un monde idéal, le médecin, dans le serment d'Hippocrate, c'est quelqu'un qui doit avoir l'autonomie, l'indépendance, sa conscience par rapport aux données acquises de la science, d'envisager, d'informer, de mettre en place une thérapie. Et au patient, de refuser le cas échéant. C'est le monde idéal. C'est ce qu'on trouve dans la loi Kouchner en France, qu'on trouve théoriquement aussi dans le droit belge que je connais peu parce que j'ai eu la chance d'échanger, mais au Québec aussi. Je veux dire, il n'y a pas... Au fond, quand on prend les textes, c'est pour ça que je parlais de ce qu'on appelle la loi et ensuite le droit. Comment je peux faire valoir mon droit? C'est ça la vraie question. Donc on revient à un problème, c'est de la réalisation des droits. C'est-à-dire que tout ceci est inscrit. Quand on prend la loi Kouchner, c'est inscrit. Quand on prend les textes, même internationaux, vous prenez la Convention d'Oviedo, chaque article est une inspiration. Quand on prend la Convention d'Oviedo, on ne peut pas injecter à l'état actuel de choses des produits qui comportent un ARN messager. Parce que quoi qu'il en soit, on peut dire ce qu'on veut, nous avions une législation en Europe qui interdisait ou qui posait des verrous terribles pour émettre quelque chose d'hydrogène. Et en quelques semaines, du jamais vu dans toute l'histoire de l'Union européenne, on a modifié la législation sur les OGM pour faire ce fameux règlement du 15 juillet par lequel, en 3 articles, on a balayé des années de bataille pour éviter que l'Europe soit envahie par les OGM. Plus de tests, impossible, aucune nécessité de recherche, dès lors qu'il y a, et c'est écrit notamment dans l'article 2, dès lors qu'il s'agit de mettre en place une thérapie pour soigner les personnes, et ça, liberté quasiment totale. D'ailleurs, les tests au niveau 3 n'ont pas été faits, et aujourd'hui, on a utilisé les personnes âgées pour les faire. Donc aujourd'hui, juridiquement parlant, si on veut, nous avons tout, mais aujourd'hui, qui a le courage d'aller de l'avant? Moi, je prends un exemple, je ne veux pas apporter de l'eau au moulin, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais aujourd'hui, en Europe,
il y a une seule action qui a été entreprise contre les vaccins, c'est la plainte qui a été déposée par Action 19. Et je ne dis pas pour me donner des fleurs, parce qu'en réalité, on parle, mais après, pourquoi je fais cette plainte pénale? Parce qu'aujourd'hui, je crois que le juge pénal ou le procureur de la République ne peut pas ne pas être sensible au fait qu'il y ait 38 000 ou 40 000 personnes derrière une association qui disent non à cette thérapie génique, mais c'est pas non à leur classement anti-vax, des conneries pareilles. C'est pas du tout. Moi, je suis vacciné, mes enfants l'ont été aussi. Quand il y a tous ceux qui étaient mis en œuvre, le docteur Raoult, le professeur Raoult, ne dit pas qu'il est anti-vax, il dit simplement, je trouve ça complètement absurde qu'on puisse en quelques mois trouver des thérapies, alors qu'au niveau des vaccins pour la grippe, au bout de 10 ou 15 ans, on est encore à avoir des doutes sur l'efficacité de ces produits. Donc, quand nous sommes confrontés à ce type de problème, il est clair que aujourd'hui, on est dans un bras de fer entre ce qui est la puissance publique, le pouvoir, l'État, la gouvernance et ce qui est la liberté de chacun. On revient au discours quasiment de dire, est-ce qu'aujourd'hui le médecin est un objet du droit ou un sujet du droit? Objet du droit, ça veut dire tu fermes ta gueule, tu exécutes, tu n'as rien à dire, tu mets en œuvre les prescriptions médicales que j'ai décidées et basta. Et quand tu ne respectes pas et tu oses critiquer, tu commets, oh là, je fais tomber, C'est pas grave. un cerf suédois. Le cerf qui était libre, il vient d'échouer face à mes paroles. Donc, pour revenir, voilà, j'ai terminé sur ça. Et la faute grave, c'est seulement le fait d'avoir osé parler. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'imputation de prescription médicale ou d'acte de médecine ou de charlatanisme. On lui dit, tu as parlé, tu n'avais même pas le droit de parler. Vous imaginez le bâillonnage le plus total. Donc, Oui. c'est bien le signe que la question que vous avez posée, c'est le bras de fer. Un bras de fer. Et c'est quand même la médecine et les médecins Oui. unis. Et c'est pour ça qu'un summit comme aujourd'hui, il est important dans cette vision horizontale de unir les forces. Avocats, médecins, thérapie alternative, thérapie naturelle, faire comprendre qu'on n'est pas face à quelque chose, on n'est pas en guerre. Absolument. Voilà, on est face à une maladie que nous devons vaincre. Voilà, qui est pas si grande que ça finalement. Absolument. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut garder le droit à la santé, donc à la connaissance, comme Alexandra a dit, il y a toute une connaissance et pourquoi on se concentre sur la modification génétique. Et puis, ce que Dr Milberg a dit, c'est le droit à une nouvelle une médecine qui est déjà là, où on se concentre sur la santé et augmenter la santé chez les personnes. Et ça, c'est tout un débat de stopper cet acharnement d'un médicament, une maladie, un médicament, un algorithme, un test qui n'a jamais été validé. On a l'impression qu'on est rentré dans une machine où le médecin n'a plus de place, où le patient non plus. Et voilà, donc est-ce que ça existe, un droit à préserver la santé pour que les assurances sont des assurances de santé, pas de maladie? Est-ce qu'on arriverait, où est-ce qu'on en est en fait? Alors, concernant la conception médicale dans les pays occidentaux, elle s'oppose totalement à la conception orientale. Regardez le paradoxe des pays comme la Chine. La Chine est un empire qui a perduré depuis des milliers d'années, parce qu'elle n'a pas en tant qu'empire. On pense donc à l'empire, on pense à une forme de dictature. Là, on a quand même la médecine naturelle chinoise. C'est-à-dire que quand on prend un pays qui est un empire, au lieu d'imposer la santé sous forme de soins, le rôle du médecin, c'est avant tout de garder le bien-être. Je dis le mot bien-être parce que le mot santé, je le trouve réducteur. Parce que quand on est bien en santé, on est bien physiquement et on est bien mentalement. Et c'est un peu le cas. Maintenant, je ne veux pas dire que la Chine est le pays idéal, mais je prends cet exemple pour dire qu'il y a deux visions totalement contradictoires. Dans l'une, il y a je préviens, je donne des vitamines, je prends des vitamines, je vais être bien, je vais produire mes défenses immunitaires par mon bien-être, alors que de l'autre côté, les big pharma, parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, les big pharma, les big data dans le numérique et les big pharma qui sont quand même associés aux big data, parce que data et pharma vont de pair. Quand on connaît l'état de santé d'un peuple, on peut faire ce qu'on veut. Et bien, c'est en train de ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, on a le courage de dire qu'il y a une gouvernance mondiale, sans rentrer dans une question de complotisme, mais qui existe, parce que quand vous pesez des milliards et des milliards, c'est pas tout à fait normal. Sincèrement, si j'étais milliardaire à 1000 milliards, je vais vous dire une chose, hein, je ne serais pas ici en train de parler avec vous. Hein. Je serais dans une réunion peut-être avec des skis aux pieds et en train de papoter sur l'issue du monde. Donc ce n'est qu'une question de position.
Et donc, c'est pour ça que je voudrais vous dire, la question que vous posez est une question inhérente à ce qui est aujourd'hui le système capitalistique, qui n'est pas simplement capitalistique dans le fait que je fais du fric parce que je vends beaucoup de bagnoles, je fais du fric parce que je vends beaucoup de médicaments. Quand on prend Remdesivir, qui gagne 18% en bourse lorsqu'il y a la signature du contrat avec l'Union européenne pour Remdesivir qui coûte 2500 € les soins, on assigne 500 000 soins, ça veut dire 1,350 milliard d'euros. Et puis, 4 mois après, l'OMS, avec la gueule enfarinée, le 20 novembre, vient nous dire, ah ben non, Remdesivir, il ne faut surtout pas l'utiliser. Alors que tout a été balayé, on avait les porte-paroles de Gilead. Alors, s'il vous plaît, le droit aux soins, le droit au bien-être, tout ça, je répète encore, ce sont des belles choses inscrites sur les frontons des palais, dans les sermons de tout, mais aujourd'hui, le capitalisme financier a gangréné tout. Oh, je ne suis pas un homme contre l'argent, je suis un avocat, mon rôle c'est de regarder ce qui se passe, et moi je vois que les droits des médecins, aujourd'hui les médecins ont la trouille. Dans la plainte pénale, nous avons mis en échange entre les médecins libéraux internationaux et le Conseil de l'ordre. En France, le Conseil d'ordre qui parle du postulat, il faut vacciner, de l'autre côté, on dit, mais attendez, on ne connaît pas le résultat, on ne connaît pas les effets, etc. Vous demandez de pratiquer un acte. Moi, maintenant, je donne un simple conseil à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle une déclaration de responsabilité qui doit être signée par celles et ceux, dans les termes suivants. Vous avez un produit qui s'appelle un médicament, thérapie génique au vaccin. Très bien. Il est fait de quoi? Qu'est-ce qu'il comporte? Quelles sont les conséquences? 2. Le médecin, tu as des obligations. Tu dois m'informer, tu dois me dire les conséquences, me donner toutes les informations pour que mon consentement soit éclairé. 3. OK, si tu es convaincu que toutes les normes du Code de la santé publique ou les normes internationales sont respectées, tu signes en bas que tu es prêt à engager ta responsabilité civile, personnelle et pénale. Là, je veux bien voir combien de médecins signeront cette déclaration de celles et ceux qui passent leur journée sur le plateau télé à dire qu'il faut se vacciner. Oui. Et je suis sûr. Et là, ça sera la vraie contrainte. Et quand vous aurez ça, je peux vous dire autre chose, les gens ne se verront pas vacciner. Parce que soit je donne un conseil juridique et le client me dit, Maître Brouza, êtes-vous prêt à signer sur l'engagement de responsabilité si vous ratez? Si je ne le fais pas, ben le client, il a le droit de dire, Maître Brouza, vous êtes en train de me tromper. Si je signe, j'engage ma responsabilité parce que j'amène le client vers une certaine stratégie et vers une stratégie dont j'assume la responsabilité. Oui. C'est ça. Car le vaccin ne prend aucune responsabilité. Et ça, juridiquement Le vaccin, alors, et éthiquement, c'est pas normal. Parce que dans les protocoles éthiques, vous prenez la responsabilité des conséquences des personnes qui sont dans le on sait très protocole. bien. Il y a des fonds de garantie qui sont financés. Juste ça encore. Clause d'exclusion de responsabilité, juridiquement parlant, on sera sur des procès qui vont durer des années avant d'être indemnisés sur les conséquences. Et donc, à partir du moment qu'on a tenu toutes ces responsabilités, automatiquement, on protège les responsabilités individuelles. Et c'est pour ça que je parle de cette déclaration, parce que du fait que nous sommes dans un acte thérapeutique, et le docteur peut le confirmer, nous ne sommes pas dans le cadre d'une vaccination légale des enfants qui doivent protéger. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que là aussi, on mélange les chèvres et les choux, juridiquement parlant. Nous sommes dans le cadre d'une thérapie. À partir du moment que nous sommes dans la thérapie et pas dans une vaccination collective conforme aux règles légales en la matière, nous sommes dans le domaine de l'action que le médecin entreprend, c'est-à-dire le fameux contrat médical qui relie le médecin à son patient, et pas un contrat social qui relie chacun de nous avec l'État. Et c'est là que l'État veut faire croire que c'est lui qui est en train de vacciner, et le langage est celui-là. Le langage, nous allons vacciner, mais vous imaginez un peu avec quelle, comme on dit, arrogance les premiers ministres, les hommes d'État du monde se présentent sur le perchoir, dire nous allons vacciner demain les personnes âgées, nous allons vacciner les personnes hospitalières. Mais c'est une honte scandaleuse, parce que c'est un autoritarisme qui dépasse l'entendement. Oui, merci beaucoup. Donc, on va faire le dernier mot de la fin, mais est-ce que vous pouviez dire, donc, votre organisme, est-ce que la déclaration, elle est pour tous les médecins du monde entier ou La plainte pénale? la plainte, oui. La plainte pénale. Vous pourriez expliquer, puisqu'il y a des médecins qui vont regarder, ça va être traduit. La plainte pénale, elle est fondée sur des infractions qui peuvent déjà être constituées aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que, 1, vous avez une infraction qui s'appelle la tromperie ou la tentative de tromperie qui est visée. L'abus de faiblesse, l'extorsion de consentement. Quand moi je vous dis, si vous n'acceptez pas le vaccin, vous ne pouvez plus rester dans l'EHPAD. Et ça, nous avons eu les témoignages où les enfants ont été informés par le directeur. Quand vous avez la IETA
qui fait déjà une note en disant que les gens qui ne seront pas vaccinés ne pourront probablement prendre l'avion, nous sommes dans un chantage. Comment voulez-vous de parler de consentement éclairé quand vous m'imposez le vaccin pour que je puisse, le cas échéant, continuer à travailler? Donc on n'est plus dans la liberté. Et c'est pour cette raison que notre plainte comporte ce type d'infractions. Quelles sont les infractions constituées aujourd'hui? Je n'ai pas. Si j'avais eu une personne décédée à la suite, j'aurais attaqué pour homicide volontaire ou tentative, peu importe. Mais on n'en est pas encore là. Cette plainte est une plainte qui comporte les infractions actuelles et les plaintes contre X. Parce que moi, je ne suis pas enquêteur. Je ne peux pas aujourd'hui déterminer où se situent toutes les responsabilités pénales à l'encontre de celles et ceux qui sont en train de perpétrer la mise en œuvre de cette escroquerie sanitaire. Parce que c'est une escroquerie sanitaire. À travers ces plaintes, aujourd'hui, nous avons déjà plus de 1000 personnes qui se sont associées à la plainte. Nous en avons eu 3000 dans le cadre de la plainte contre les masques. Aujourd'hui, la plainte va être, lundi, notifiée à chaque parlementaire, à chaque sénateur, à chaque ministre et avec la fameuse déclaration de responsabilité individuelle. Vous avez été sur le perchoir, vous avez préconisé et soutenu que le vaccin ne produit aucun effet. Êtes-vous prêt à signer ces déclarations et assumer votre responsabilité civile et pénale personnelle face aux propos que vous avez tenus? Et sera publié sur le site ce fameux formulaire que chacun pourra produire à son médecin, à toute personne en train de pratiquer, qui voudra pratiquer cet acte pour qu'il soit signé. Et le conseil que s'il n'y a pas signature du médecin et que le médecin ne veut pas signer, il est clair qu'il faut être idiot de se faire piquer avec quelque chose de médecin qui dit non, je ne signe pas, prends-le, hein, il va te soigner, mais moi je ne signe pas. Ok, magnifique. Donc le site web, il s'appelle exactement Réaction 19, c'est l'association. Oui, réaction19.fr. Merci beaucoup. Merci. Et un dernier mot de la fin pour Alexandra. Alexandra, tu es avec nous? Et puis ensuite, voilà, chacun un mot de la fin pour ce magnifique débat, un central, en Covid. Moi, je peux dire un mot Oui. à Madame Alexandre Yancaude. J'ai l'occasion de la remercier publiquement et avec émotion pour tout le travail qu'elle fait, pour le travail de vulgarisation, d'explication concernant la génétique. Je la suis depuis des mois et des mois. On s'est croisés comme ça de loin, mais je tenais vraiment à la remercier parce qu'elle a du courage. Je sais qu'il en faut. Elle met sa propre personne en péril par rapport au monde médical et je la remercie comme le Dr Perron, Toubiana et les autres, mais vraiment elle, c'est un étendard pour nous et je la remercie de tout cœur. Au nom de tous les adhérents de Réaction 19 et de celles et ceux qui vous connaissent et qui vous suivent, comme moi. Merci maître, merci, ça fait chaud au cœur, hein. Parmi tous les coups que je prends effectivement, mais voilà, je les prends bien volontiers et j'espère que ma récompense, il faut que vous le sachiez, elle est dans le fait qu'il ne se passe pas un jour, 365 jours dans l'année, il n'y a pas un jour où mes travaux scientifiques ne sont pas cités par des collègues du monde entier. Et donc, en fait, voilà, c'est pour moi, j'ai la plus belle reconnaissance, c'est par mes collègues scientifiques qui continuent d'utiliser tout ce que j'ai pu publier comme étant la base de leurs travaux. Donc, alors, merci pour vos encouragements qui font évidemment chaud au cœur. Sachez que voilà comment je tiens. C'est en fait, bien faire et laisser dire. Je suis convaincue, je suis une passionnée de la science, je suis une passionnée de la recherche, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier et c'est parce que je l'aime et que je l'honore que je trouve déshonorant des commissions de politique, de police de la pensée unique scientifique qui vont être mis encore une fois en France, INSERM, CNRS, etc., qui vont donc dire, voilà, c'est comme ça. Ben, écoutez, non, c'est pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça la science. C'est pour ceux qui connaissent les congrès scientifiques, c'est extra les congrès scientifiques. Un congrès scientifique, vous allez avec votre découverte. Donc en fait, moi j'y allais que quand je sortais de la cave. J'y allais que quand je découvrais. On ne découvre pas tout le temps. J'y allais, je partageais. Et là, vous avez des bazookas qui se lèvent, vous avez des gens qui sont contents, vous avez la vie réelle. Et en fait, vous avez un espèce d'échange qui se fait en disant mais oui, mais est-ce que vous avez bien vu ça? Ou est-ce que vous avez bien vu ça? Et puis petit à petit, on s'échange les uns les autres. Et c'est comme cela qu'on progresse. C'est un travail collectif, hein. C'est un travail d'équipe des scientifiques du monde entier. Et c'est pour ça que j'ai passé un petit moment dans la présentation à expliquer toutes ces mauvaises compréhensions, toutes ces choses qui font qu'effectivement,
vous avez des affrontements titanesques, déraisonnables par rapport à la vérité. Et la vérité, c'est l'importance de bien nommer les choses. C'était Camus qui avait dit ça, hein. Mal nommer les choses, c'est apporter du malheur au monde. Eh bien oui, mal nommer les choses, mal nommer le mot pandémie, mal nommer le nom QPCR, mal nommer le nom vaccin et mal nommer les stratégies. Et pourtant, en France, encore une fois, j'aimerais apporter toute la confiance que j'ai dans notre système parce que, à l'issue de la crise H1N1, le Sénat a produit un rapport, numéro 685 si je ne m'abuse, qui était une merveille de compréhension de ce que nous avions vécu et une merveille de stratégie de ce qu'il fallait faire pour l'avenir. Est-ce qu'on l'a ressorti? Est-ce qu'on l'a écouté? Est-ce qu'on l'a mis en œuvre? Mais une partie oui, une partie non. Et finalement, une fois qu'on est arrivé sur la crise, absolument pas. Et donc, je m'insurge finalement contre cet obscurantisme dans lequel nous évoluons, qui est de ne pas pouvoir contester ou apporter, parce que moi, en l'occurrence, je ne conteste pas, j'apporte juste à chaque fois, j'essaye d'apporter ma compréhension qui est beaucoup plus complexe que ça, qui est des petites lumières sur le même objet et qui, du coup, effectivement, j'ai l'impression, voilà, des gens, ça leur permet de comprendre, de donner des grilles de compréhension. Sur les vaccins, vous avez vu les problèmes qui sont les nôtres. C'est, j'ai envie de dire, avant tout, un problème d'indication. Comment est-ce qu'on peut concevoir et dire le mot vaccin quand ça ne couvre pas les formes sévères qui sont finalement celles qu'on veut éviter, et le problème de la transmission, parce que finalement je me vaccine parce que je veux aussi, en termes de santé publique, je me vaccine pas que pour me protéger, je me vaccine pour protéger les autres et donc la transmission. Donc ça ne tient pas la route. On ne peut pas appeler ça une stratégie vaccinale de santé publique si elle ne répond pas à ces critères pour moi. Et le deuxième aspect, vous avez compris que c'est un aspect éthique qui est de consentement éclairé. Où est le consentement éclairé dans le fait que vous êtes encore dans un projet de recherche biomédicale? Où est le consentement éclairé quand on sait qu'aucun vaccin anti-coronavirus n'a jamais été approuvé parce qu'ils sont connus comme déclenchant des amplifications, des augmentations de la maladie? Et c'est visiblement, c'est ce qu'on voit, hélas, sur les premiers vaccins. Il y a déjà des cas, mais normalement, il faut un peu de temps pour pouvoir observer cela, et pas 6 mois, 24 mois. Et déjà, 24 mois, c'est un minimum. Et enfin, puisqu'on m'explique tout le temps que ces gènes ne modifient pas le génome, ben vous savez quoi, à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de problème à vérifier cela et à mettre comme paramètre d'étude la génotoxicité, comme c'est fait pour tous les médicaments, pour des médicaments qui n'ont même pas de risque avéré, comme là, en l'occurrence, de mettre une information génétique dans vos cellules. Voilà. J'espère que je sais qu'il y a beaucoup de gens, là, j'ai reçu énormément de contacts en disant « fallait parler en français, fallait parler en français ». Alors, je veux bien faire une petite présentation en français. Si jamais dans la journée, il y a le temps, Astrid, je me rendrai bien volontiers. Voilà. Oui, j'ai voulu que tu parles en anglais. En fait, on a arrangé ça parce que ton message, faut qu'il aille mondial. Et puis les scientifiques entre eux, ils parlent tous anglais. Donc, tu as donné un message très précis pour des scientifiques de la communauté internationale. Et de toute façon, effectivement, on va faire une version française. Tu peux leur dire, on va voir quand, aujourd'hui, demain, je sais pas. Merci. Merci beaucoup. Un dernier mot à Dr Sacré, Dr Milbert. Tu veux? Moi, je voudrais vous remercier aussi, Alexandra, parce que c'était absolument indispensable de donner toutes ces informations. C'est vraiment la clé. Je pense que le patient a le droit à l'information. Il a le droit de comprendre tout ce qui est mis en route pour l'aider. Et s'il n'y a pas cette compréhension, il n'y a pas l'adhésion, il ne peut pas y avoir la réussite thérapeutique. Et une autre chose que vous avez dite qui pour moi est très importante, c'est à partir du moment où on fait des découvertes, on n'est pas obligé de les utiliser. Elles peuvent être bonnes,
mais elles peuvent être mauvaises. En tout cas, celles qui ont été effectivement exposées ont besoin d'être encore travaillées. C'est Merci. exactement ça. Merci. Et puis, de toute façon, on ne les avait conçus que pour les gens malades. Il faut quand même redire toutes ces stratégies basées sur le genetic engineering. En fait, c'était des thérapies géniques. Ça n'a jamais été conçu pour des individus sains parce qu'on savait quand même qu'il y avait beaucoup de paramètres que nous ne maîtriserions pas et que nous ne serions pas prêts à maîtriser avant bien, bien longtemps. Donc, innovation, oui, mais innovation n'est pas progrès. Donc, innovation n'est pas implémentée directement dans la société. Il faut de l'éthique, mais il faut plus de l'éthique, il faut du droit. Du coup, l'éthique devient presque une jurisprudence qu'il va falloir mettre en place, pas rester seulement dans l'éthique du consentement éclairé, mais des conséquences, des recherches qui n'ont pas été faites sur les animaux ni les humains. En tout cas, tous les protocoles éthiques ont été bafoués là en ce moment avec le vaccin. Donc, ça devient pratiquement un problème juridique. Donc, voilà, je voulais juste dire ça. En fait, la société, qu'est-ce qui se passe? On a une inversion complètement de la pyramide. C'est-à-dire qu'avant, la médecine, c'était s'occuper du patient. Et aujourd'hui, on a une présomption de maladie pour chacun d'entre nous. Et nous avons accepté le port de masque, nous avons accepté d'avoir cette présomption de maladie. C'est-à-dire que pourquoi je porte le masque dans la rue? C'est parce qu'en fait, on me présume malade, on me présume contagieux. On me présume plus saine. À aucun moment, on me donne le droit d'être présumée saine. Une fois qu'on a accepté le masque, effectivement, on me présume malade parce que maintenant, le test PCR, on nous a dit, notre ministre de la Santé nous a expliqué que même s'il était négatif, peut-être que quand même, on était porteur de la maladie. Donc, en fait, même si vous faites le test, vous êtes présumé malade, encore une fois, alors que vous êtes sain. Et enfin, on fait affaire à des enfants, un autoconfinement. Mais mais de quoi on est en train de parler? C'est-à-dire qu'encore une fois, on leur donne la présomption de maladie alors qu'ils sont sains. Et notre société ne pourra plus marcher, ne pourra plus jamais marcher si on continue à accepter cette présomption de maladie sur la totalité de la population saine. Et qui fait qu'effectivement, on lance des stratégies massives puisqu'on ne s'occupe plus que de la population saine et on ne s'occupe plus du tout du malade. C'est une inversion totale. C'est exactement ça. Qui ouvre un marché colossal. Parce que derrière cela, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas jouer au bisounours. On sait très bien qu'il y a des enjeux financiers absolument majeurs. Donc, c'est très simple ce qui est en train de se passer et il faut que les gens comprennent. Ils sont présumés malades alors qu'ils sont sains. Eh bien, moi, je leur dis, revendiquez votre statut d'être sain et ainsi, nous pourrons porter le soin que nous voulons aux malades qui en ont besoin et aux détresses psychologiques et psychiatriques que je vois tout le temps autour de moi. Les gens deviennent dingues. Dans mes termes à moi, ils pètent les plombs. C'est un malheur effroyable que de voir ça parce qu'effectivement, à force d'avoir soufflé le chaud, le froid, c'est formidable ce chaud et ce froid, eh bien ça rend les gens malades de dinguerie où ils ne comprennent plus qu'en fait, à porter le masque, ils acceptent d'être présumés malades. Moi, je leur pose des questions. Êtes-vous malade ou pas? Oui. Eh ben voilà, justement, le docteur Sacré peut dire ça, le mot de la fin, on est malade ou pas, le rôle des médecins. Je confirme tout ce que, au niveau médical, moi en Belgique, j'entends de pédopsychiatres, notamment, on doit parler des jeunes aussi qui souffrent énormément de cette crise. Ils sont ostracisés, ils sont culpabilisés, ils sont menacés. Donc je confirme, mais je voulais d'abord remercier Alexandra aussi, remercier Astrid, remercier Maître et tous les gens qui sont dans cette salle parce que je vous suis depuis le début également, je suis médecin, mais évidemment je me suis senti seul en fait, longtemps, enfin en tout cas en Belgique, pendant des mois et voilà, j'ai notamment rencontré effectivement beaucoup de résistance, Oui. Voilà, je suis ému, hein, désolé. On est tous émus, je vois. Donc voilà, c'est effectivement d'être seul, moi, ça m'a pas empêché, ça m'a vraiment donné du courage. Donc voilà, d'être ici, c'est très important pour moi et ça fait du bien. En fait, je vois passer parfois des questions, pourquoi les médecins? Et je confirme que, je veux rassurer les gens, il y a encore beaucoup de médecins humains. Néanmoins, pourquoi il n'y a pas plus de médecins qui parlent, qui se lèvent, qui se dressent? Mais je pense que
pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le protocole du professeur Raoult qui est si simple? C'est un des meilleurs experts au monde. Je leur dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut que les gens sachent que l'information a été confisquée. Elle est confisquée parce que moi-même, j'ai dû aller la chercher. Vraiment la chercher, c'était pas facile, ayant accès pourtant à des revues médicales, etc. Il faut vraiment la chercher, donc les gens doivent savoir, et les autres médecins qui écoutent peut-être, elle est confisquée et comment elle est cloisonnée. En Belgique, beaucoup de médecins généralistes croient encore que le protocole du professeur Raoult, basé sur l'hydroxychloroquine, mais pas seulement, il y a aussi un antibiotique, c'est à la fois dangereux, ça tue, et à la fois inefficace. Malgré le fait que, bien que ça ait été publié dans le Lancet, qui est une revue de référence en médecine, ça a été retiré. C'est une première en médecine qu'une étude dans une telle revue soit, donc retracted en anglais, ait été retirée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé diffuser l'information comme quoi ce protocole avait été battu en brèche, et quand ça a été retiré, ils n'ont pas transmis l'information comme quoi c'était un scandale, qu'en fait c'était une étude bidon. Donc les gens doivent savoir ça, c'est que cette information, donc, elle est vraiment cloisonnée. Et enfin, l'autre exemple, c'est la peur. Il faut savoir qu'avec moi en Belgique, mais également le professeur Perron, le professeur Raoult, qui est quand même menacé de mort, ils font des exemples. Ils font des exemples également. Bon, paradoxalement, pour ces personnes, ça leur donne encore plus de courage. Mais par rapport aux autres médecins, évidemment, on peut imaginer que ça fait peur. Oui, on les menace de perdre leur travail. Bien sûr. Et je voudrais conclure en disant ça. Pour moi, ma conclusion, et j'assume tous mes mots, et pour moi, j'irai jusqu'au bout. Les gouvernements ont utilisé la peur pour faire accepter, pour moi. En fait, je rencontre la plupart des gens ressentent au fond d'eux que cette vaccination, qui n'est pas une vaccination, c'est dangereux. Ils le ressentent au fond d'eux. Donc ils ont eu besoin, c'est pour ça qu'ils ont eu besoin de faire du Covid une maladie bien plus terrible que ce qu'elle n'est. Pour que les gens aient plus peur du Covid et du coup aillent vers quelque chose, alors qu'au fond d'eux, ils ressentent que c'est éminemment dangereux. Et c'est pour cela, ça colle, qui menacent, qui sont d'une Virulence. comment dirais-je, violence. Voilà, le mot est là, parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti à la fois dans mon licenciement et à la fois aujourd'hui dans les menaces que je reçois encore maintenant. Et je terminerai par une note positive quand même. Une violence incroyable, mais c'est pour ça ils n'ont pas le choix, je pense, d'être dans cette violence, car ils ont peur à leur tour que face à des gens crédibles comme nous, face à des gens légitimes qui finalement, derrière cela, ne veulent pas d'argent, ne veulent pas de renommée, ne veulent pas être invités et qu'on ne parle que d'eux, ils veulent simplement dire la vérité, comme Alexandra, moi-même, j'ai un sens de l'honneur au niveau médical. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, même à un niveau humain. Merci. Et la note positive, c'est que par rapport à toutes ces menaces, il y a énormément de soutien. Et c'est vrai que pour une menace, on reçoit des centaines de personnes qui nous soutiennent. Merci. Et merci à tous les médecins. Merci. Merci à tous les médecins qui nous écoutent, et soutenez les médecins quand ils veulent faire des débats des scientifiques. C'est ça la nouvelle médecine. On est dans une naissance un peu une nouvelle voie médicale et sanitaire de la santé. Je vous remercie pour ce panel vraiment très profond, émotionnel, scientifique, et on va le traduire. On est très contents. Merci.